Si vous aimez les podcasts, écoutez Criminalistique présente dans le meurtre. Ce sont des dossiers classés qui ont été réglés. De nouveaux épisodes sont diffusés toutes les 2 semaines, disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Stitcher et autres plateformes de podcasts. Numéro 3, le pistolet de l'enfer. Dans la coutume haïtienne, un pistolet de l'enfer est un grand prêtre. Il est souvent un ancien du village qui dirige des cérémonies ou des rituels selon la coutume haïtienne. Ces prêtres servent également de leaders communautaires influents. Dans l'histoire d'Haïti, il y a eu plusieurs Ogun notables. Par exemple, on dit que c'est Ogun Dodi Boukman qui a commencé la révolte des esclaves qui a conduit à la révolution haïtienne de 1791. Mais dans le riche folklore du pays, il y a aussi eu des Oguins qui auraient pratiqué le vaudou ou la magie noire. Et l'un des rituels vaudous des Oguins est censé ramener les morts de la tombe. Connu sous le nom de Dr Alfred Métro, anthropologue suisse qui s'était spécialisé dans l'étude du vaudou haïtien au début du XXe siècle, il raconte une histoire horrifique dans son livre de 1958, Vaudou en Haïti. Le docteur Métro aurait rencontré un riche propriétaire terrien haïtien qui jurait que cette histoire était vraie. L'homme que le docteur appelait seulement Monsieur, un titre donné principalement aux hommes riches de la région, a dit qu'en conduisant à travers un village pauvre un jour, sa voiture de sport a eu un pneu crevé. En examinant la roue, il a été approché par un vieil homme à la barbe blanche. Le vieil homme ne s'est pas identifié comme le prêtre du village, mais c'est ce qu'il était, un Ogan. Le Ogan a dit à l'homme riche que quelques hommes locaux répareraient le pneu pour une petite somme. Mais pendant que l'homme attendait, pourquoi ne pas s'asseoir pour prendre un café et discuter ? Ravi de l'hospitalité de ce village, l'homme riche a accepté l'offre. Et il semblait se trouver dans la cuisine de la modeste maison du prêtre. Après quelques plaisanteries, le vieil homme a révélé son secret à l'homme riche. Il était un Ogan qui pratiquait autrefois la sorcellerie, et quand il a vu la voiture de sport traverser la ville, il a été frappé par le sentiment que le véhicule avait été ensorcelé par une sorte de malédiction maléfique. Le Ogan lui-même a évoqué l'odeur qui a provoqué le dégonflement du pneu afin de sauver l'homme riche d'une faim violente. Mais au lieu de remercier le prêtre, l'homme riche a failli cracher son café de rire. Il ne croyait pas au pouvoir des Ogan, des esprits maléfiques ou des talismans de protection, trouvant cela ridicule. Malheureusement, les moqueries du monsieur ont mis le prêtre en colère. Il fixa son regard sur le monsieur et lui demanda s'il connaissait un autre homme riche de la même région d'Haïti que le monsieur. Son nom était Célestin. Pris de court, le riche homme connaissait bien Célestin décédé l'année précédente. En fait, il avait été l'un des endeuillés à l'enterrement bien fréquenté de l'homme. L'autre homme, le Ogan, a pris un fouet accroché au mur. Le prêtre a claqué 6 fois le fouet, effrayant le monsieur. Après un moment tendu, la porte de la cuisine s'est ouverte pour révéler un homme qui s'est traîné vers la table, portant un plateau de fruits. La démarche maladroite et la posture voûtée de la figure ont d'abord empêché le monsieur de voir clairement la figure. Mais comme je l'ai dit, le riche homme a été choqué de voir que cet homme était en fait son défunt ami Célestin. Le monsieur a laissé tomber sa tasse, qui s'est écrasée sur le sol. Tous ses vêtements étaient des haillons et il était maigre et pâle. Il n'y avait aucun doute, c'était lui. L'homme riche a essayé de parler à Célestine mais n'a reçu aucune réponse. L'homme zombifié est sorti silencieusement de la cuisine à nouveau. Le Ogan, satisfait du choc de l'homme riche, s'est penché sur la table et a calmement expliqué qu'il pourrait être dans son meilleur intérêt de croire en la puissance d'un Ogan, mais quelque chose de similaire devrait lui arriver. Croyez l'histoire si vous le souhaitez, mais ce qui est un fait, c'est que la réputation du docteur Matrose était, et est aujourd'hui, impeccable dans les cercles académiques. Son livre, Vaudou en Haïti, fut révolutionnaire en mettant pleinement en lumière le concept de zombie dans la culture haïtienne.
En fait, le problème des zombies est si répandu en Haïti que le gouvernement a été contraint de passer une législation empêchant la zombification des morts. Une loi anti-zombie, si vous voulez. La loi, ratifiée dans les années 1880, stipule que toute tentative d'utilisation de poison ou de sorcellerie sur une personne sans donner la mort et qui provoque un état de léthargie plus ou moins prolongé doit être considérée comme un meurtre. Et la loi est toujours en vigueur aujourd'hui, ce qui signifie peut-être qu'il y a encore des gens en Haïti qui contournent la loi et qu'il peut y avoir des zombies qui marchent parmi nous. 2. Le diable et Dr John. Dans les années 1790, de nombreux colons français en Haïti ont fui la région grâce à cette révolution dont nous avons parlé. Ils ont voyagé vers le nord-ouest, en passant par Cuba et à travers le golfe du Mexique jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur la rive sud des États-Unis naissants. Étant donné l'origine de ces réfugiés, il n'est peut-être pas surprenant que de nombreux contes de vaudou d'Haïti aient également trouvé leur chemin aux États-Unis. Mais l'une de ces légendes est basée, au moins en partie, sur des faits. Au milieu des années 1800, un homme nommé Jean Croix, originaire du Sénégal, s'est rendu à la Nouvelle-Orléans via le commerce des esclaves. Finalement libéré, il a monté une petite entreprise à la Nouvelle-Orléans pratiquant le vaudou. Il avait été formé aux méthodes du Hogan pendant son temps d'esclave en Haïti, et il semble qu'il avait un certain talent pour cela. Mais alors qu'il commençait à bien gagner sa vie, fabriquant des poupées vaudou, des potions d'amour et des talismans pour les riches résidents blancs de la Nouvelle-Orléans, Dr John, comme on l'appelait, a vu son influence et ses pouvoirs vaudou augmenter. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le Dr John avait plus de 100 ans. Bien que certains le voyaient comme un vieil homme agréable, d'autres percevaient en lui une certaine vivacité. Peut-être une colère sous-jacente envers les hommes lents, blancs pour son esclavage et sa captivité. Il est difficile de lui en vouloir, mais il est aussi déroutant d'apprendre qu'en réponse, le Dr John avait lui-même des esclaves. Les nouveaux adeptes du Dr John rapportent avoir vu des dizaines d'hommes afro-américains qui se traînaient autour de la grandissante propriété des Hogan, effectuant des tâches subalternes. Ou parfois des tâches macabres, comme visiter des cimetières au beau milieu de la nuit à la recherche de parties de corps fraîches pour les rituels du docteur. Pour un étranger, ces esclaves semblent ne pas être capables de parler, ni même de faire un contact visuel. Ils semblent être dans une stupeur, accomplissant leurs tâches sans réfléchir. Et pourtant, ces esclaves sont souvent vêtus de restes déchirés de ce qui aurait pu être leur meilleur costume du dimanche. Peut-être leur costume d'enterrement. Quand l'un des nouveaux adeptes du Dr John a demandé à une dévote de longue date nommée Marie Laveau, elle-même une sorte de légende du vaudou, à propos des esclaves, la vieille Laveau a baissé la voix, expliquant qu'ils étaient les morts vivants, réanimés par le Dr John pour faire son bon vouloir. Interrogé sur la façon dont cela pourrait être possible, Laveau a parlé à la femme du cimetière Saint-Louis qui se trouvait à environ 8 pâtés de maisons près du fleuve Mississippi. Ce cimetière, dit-elle, est une plateforme de pierre appelée le trône du diable. Une nuit, alors que les nuages couvraient la pleine lune, elle a accompagné le Dr John là-bas. Alors qu'il était assis sur la plateforme, elle a dit « Il a commencé à converser avec le diable, qui pendant des heures a récité au Dr John plus d'1 millier d'incantations, des rituels qui lui permettraient de prendre les récemment décédés et de les transformer en zombies. » Après avoir utilisé ses pouvoirs pour créer sa horde de zombies, on dit que le Dr John a transmis ses connaissances sataniques à certains de ses disciples. On pourrait donc argumenter que ces histoires de zombies, sortant de la Nouvelle-Orléans aujourd'hui, pourraient être le résultat de cette première rencontre entre le diable et le Dr John. Lorsque Marie Laveau est décédée en 1881, on dit qu'elle a insisté pour être enterrée dans le cimetière Saint-Louis numéro 1. Et c'est là que vous trouverez ses restes aujourd'hui alors que l'héritage du Dr John perdure. À la fin des années 60, le pianiste de la Nouvelle-Orléans, Martin Rebennack, prétendait être la réincarnation du Dr John et a adopté le nom de Hogan comme persona de scène.
Dr. John remporterait 6 Grammy, peut-être avec l'aide de cette vieille magie noire. Numéro 1, Yangshi. Imaginez que vous marchez sur une vieille route de campagne lorsque vous tombez sur un panneau qui indique « Passage de cadavres ». C'est la réalité dans certaines régions rurales de Chine où une ancienne tradition est encore dite en pratique. Bien que cette histoire de zombies ait plus à voir avec la praticité qu'avec le macabre, peut-être. La légende a commencé pendant la dynastie Qing en Chine, quelque part au milieu des 1600. Alors que certaines parties de la Chine commençaient à se développer pendant cette période, ces citoyens ont commencé à voyager de plus en plus loin de leur ville natale à la recherche de travail. Cependant, les coutumes chinoises stipulaient toujours que, à moins qu'une personne récemment décédée ne soit enterrée dans sa ville natale parmi sa famille et ses amis, son fantôme était condamné à rester sur Terre, perturbé et perdu. Alors, que devait faire un croque-mort ? Sans infrastructure de transport en place dans de nombreuses régions rurales de Chine, le transport d'un cadavre à travers de vastes étendues de terre s'est avéré presque impossible. Les croque-morts ont commencé à embaucher des marcheurs de cadavres qui étaient censés avoir la capacité magique de réanimer un cadavre, parfois des dizaines d'entre eux, et de les ramener chez eux. Bien que la cargaison soit d'origine surnaturelle, il s'agissait de cadavres sujets à la décomposition due à la chaleur et à la rigidité cadavérique durant le transport. Ainsi, les marcheurs de cadavres ne voyageaient que la nuit, quand il faisait frais, et travaillaient souvent en paire. Alors que le marcheur guidait un cadavre qui avait souvent les bras tendus devant lui, peut-être l'origine de la marche zombie moderne que nous connaissons aujourd'hui, l'autre marcheur de cadavres avançait en jetant de l'argent contrefait sur la route comme paiement pour l'au-delà. Il aurait également une lanterne en papier pour éclairer la route devant lui à la recherche d'éventuels obstacles. Pourtant, alors que les corps morts se raidissaient tout au long du voyage, les cadavres n'étaient pas capables de marcher autant qu'ils sautaient en chemin. C'est pourquoi, dans certaines histoires chinoises, les Yongxi sont appelés les morts sautants au lieu des morts marchants. Selon le livre « Le marcheur de cadavres » de Li Yaoyiu, sur des passages particulièrement difficiles de la route, un marcheur de cadavres pourrait soulever le corps sur son dos pour le porter une partie du chemin. Et étant donné le panier plein de faux billets, les marcheurs de cadavres étaient souvent la cible de voleurs. Ainsi, seuls des hommes errants forts et robustes maîtrisant le kung-fu étaient recrutés pour ce travail. Tout cela peut sembler un peu inoffensif et ridicule jusqu'à présent. Ça ferait un bon scénario pour une comédie d'action avec Jackie Chan. Mais il y a aussi un côté plus sombre et plus maléfique à la légende. Un aspect qui colore la vision actuelle de la Chine envers le Yangtze aujourd'hui. Alors que l'agitation politique grandissait en Chine à l'époque de la légende, les origines du conte ont commencé à évoluer. Dans l'histoire originale, les cadavres étaient souvent vêtus de vêtements traditionnels chinois, qui ressemblaient quelque peu à l'idée que l'Occident se fait d'une robe mandarine traditionnelle. Mais la légende s'est transformée en l'idée que les cadavres étaient plutôt vêtus de vêtements, en lambeaux, leur peau devenant verte à cause de la moisissure et de la mousse. L'image des marcheurs de cadavres a aussi évolué. Anciennement considérés comme des gardiens de la classe ouvrière, ils sont devenus des hommes insensibles et avides, embauchés par un gouvernement indifférent. Ces hommes ne se souciaient pas des corps et des âmes des personnes qu'ils transportaient. Ils ne se souciaient que de l'argent, comme tel, on disait qu'ils prenaient des dizaines de corps en utilisant des chaînes pour aligner les cadavres dans une chaîne de prisonniers macabres. On dit que leur traitement négligent des morts a donné naissance à la prise de conscience des cadavres de leur mauvais traitement. Dans les légendes ultérieures, on disait que les jeunes Sioux brisèrent leurs liens et s'échappaient dans la campagne. Une fois libres, cependant, le seul moyen de rester conscient et vivant était de sucer la force vitale de quiconque ils rencontraient. Cet aspect de la légende a donné naissance à l'idée que les jeunes Sioux étaient une sorte de vampires se nourrissant du ki humain et laissant un sillage de restes humains vieillis sur leur chemin de retour à la maison.
La capacité limitée des cadavres à sauter a également fini par se transformer en l'idée qu'ils pouvaient partir de hauts lieux, surprenant souvent leurs victimes en tombant du ciel. En Chine aujourd'hui, la fiction Yongxi est aussi populaire que la fiction de zombies et de vampires en Occident. Et c'est tout aussi important pour la culture populaire là-bas. Si vos amis prétendent de pratiquer le Feng Shui pour organiser leur espace de vie, regardez en bas avant de franchir le seuil lors de votre prochaine visite. Un morceau de bois de 15 cm enjambant l'ouverture de la porte est une solution provisoire pour repousser les morts vivants qui sautent et aspirent la vie. Merci d'avoir regardé, en espérant que vous avez apprécié. Si vous l'avez trouvée intéressante, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vrais. Retrouvez-la sur youtube.com Criminally Listed. Merci d'avoir regardé.